Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 38e épisode des UBBistes. La saison de Top 14 est désormais arrivée à son terme, mais nous, on continue et je suis évidemment avec celui qui a bien crié très fort ce samedi soir au Stade de France. Salut Yannou. Salut mon Cyril. Bon, ça va, t'as digéré cette fin de match? Ouais, ça va. Franchement, c'était un super week-end. D'ailleurs, je te remercie parce que c'est toi qui avais pris les places. Alors déjà pour la demi-finale de Champions Cup et là pour la finale. Donc c'était hyper cool. On a passé un bon moment j'étais avec Emeric, ma femme et sa femme. Donc du coup, on était côté toulousain. C'était sympa. C'était bon enfant. Donc on a bien vibré. Donc c'était vraiment cool. Et je remercie aussi Dylan. J'en profite du podcast parce il m'a filé un petit tuyau pour un hôtel à côté du stade et vraiment sympa. Tu vois, j'ai notamment le petit déjeuner. Le petit déjeuner, putain, je lui ai mis une branlée, il était incroyable. Voilà. Bon bah du coup, Yann remercie du coup ses assistants qui lui bookent ses places de match et ses hôtels. Manque plus que quelqu'un qui te réserve tes billets de train et puis c'est bon, t'auras une équipe au complet autour de toi. Bon, en tout cas, nous on va pas lâcher tout de suite. On a encore un petit peu de quoi papoter quand même. Là, il faut le débriefer quand même ce match. Ouais, non mais oui. Non mais après c'était un super match. Vraiment un match. Il y a rarement eu des finales comme ça aussi intenses. Je pense que nous on a beaucoup souffert, mais t'es un supporter neutre. Tu t'es régalé quoi. Il y a tout eu. Il y a du combat, il y a eu du jeu, il y a eu deux styles qui sont affrontés finalement. Il y a eu cette pénalité à la fin. Enfin bon, ouais, c'était vraiment Il y a eu du drama, il y a eu des blessés, Ntamak, LBB. Exactement, ouais. Canal, ils ont dû être heureux là, et France TV aussi là. Ouais, on peut pas éviter des audiences. France Télé, je crois que c'est plus de 4,5 millions de téléspectateurs et je crois que Canal quasi 1 million. Donc ça fait une belle pub pour le Top 14, le rugby, les clubs, les joueurs. Enfin, du coup, ça draine du monde et ce genre de match peut qu'aider le rugby français, le Top 14 et l'UBB. Donc c'était une super vitrine pour notre club. Au programme aujourd'hui, le débrief donc de cette finale monumentale avant de traiter l'actu du club avec un nouvel lié qui va arriver à l'UBB, les U20 avec les Bleus aussi en Nouvelle-Zélande, le cas Mamadou Diaby qui souhaiterait quitter le club et le départ officialisé de Tevita Tatafou. Mais avant de commencer, un immense merci aux personnes qui ont participé à la cagnotte Tipeee cette semaine. Alors on a 2 portières, qui est sûrement un carrossier amoureux de ton Nicolas. Andy, Chéri, Florian et Julien, vous nous aidez énormément, donc merci beaucoup. Et si vous aussi voulez nous aider, vous pouvez toujours vous abonner, laisser des commentaires, etc. sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube, évidemment. Allez, place à la finale. Quand tu gagnes, tu perds, bon évidemment il vaut mieux gagner les matchs. Mais que à la fin du match, putain, on a passé un bon moment quoi. Et ce samedi soir au Stade de France, c'est d'abord les buteurs qui se sont mis en lumière puisque Thomas Ramos va répondre à Maxime Lucu qui a pris la place de Mathieu Jalibert d'ailleurs sur ce match pour un quasi statu quo à la demi-heure de jeu, 6-9 pour les Béglés. Mais on sent que Toulouse commence petit à petit à prendre le dessus, d'autant que Guido Petit écope d'un carton jaune qui va entraîner dans la foulée un bel essai d'Anthony Jelonche. Mais l'UBB fait preuve de ressources et Damien Penaud, bien servi par Maxime Lucu au pied, ramène les siens à hauteur. Et avant la pause, cependant, Jack Willis va permettre aux Rouges et Noirs de rentrer au vestiaire sur le score de 20-16. Dès l'entame de la deuxième période, l'UBB reprend l'avantage grâce à un essai de Mathieu Jalibert qui récompense bien le travail de ses avants. Mais dans la foulée, encore une fois, sur le coup d'envoi, Jack Willis répond avec un essai toujours plus 4 donc pour les Occitans. Et à la 55e, Pierre Beauchaton se voit infliger un carton jaune pour un contact à la tête de Thibaut Flamand. Et les Toulousains en profitent pour prendre le large et mener de 10 points à la 64e. Et là, on va voir toute la force de caractère de notre belle équipe, puisque à la 70e, notre Guido Petit relance notre équipe suite à un superbe travail collectif et un essai de près de 80 mètres et ramène les Bordelais à 3 points. Bon, et la suite, vous la connaissez, l'UBB arrache une pénalité à la sirène qui est convertie par le maître, Maxime Lucu, pour aller en prolongation et s'en suivra 20 minutes irrespirables durant lesquelles finalement Thomas Ramos trouvera 2 pénalités après la 90e minute et c'est le Stade Toulousain qui conserve donc son titre à l'issue d'un match incroyable. Bon, comme toutes les défaites, on va déjà commencer par les points positifs qu'on a pu voir ce samedi soir.
Et comme d'habitude, on va commencer avec un petit mot sur le Stade Toulousain. Que t'en as pensé quoi, toi, Yann? C'était vraiment le Stade Toulousain des grands soirs et il fallait ça pour battre la belle équipe de l'UBB. Ouais, mais le Stade Toulousain, ils ont un peu activé ils ont activé le mode phase finale. Mais du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que je trouve qu'ils ont pas fait du Stade Toulousain. Ils ont fait plus du Stade Rochelet. Enfin, vraiment la stratégie qui nous embête le plus, c'est-à-dire qu'ils ont été costauds sur les fondamentaux, notamment en mêlée fermée. Ils nous ont fait la guerre dans les rucks, avec en augmentant un peu leur curseur de violence, comme peut le faire le Stade Rochelet. Et puis ils ont fait ce jeu à une passe, où c'est vrai qu'on a un peu de mal, ce jeu simple à une passe où tu viens avec des avants rapides dans la zone 1 ou 2 à proximité des rucks. Et comme ça, ils ont essayé de nous matraquer, en fait, de nous pénaliser. Et c'est vrai que ça a vraiment, vraiment bien marché. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, du côté toulousain, ceux qui m'ont impressionné, c'est surtout devant. Parce que je trouve que derrière, ils ont été costauds un peu en défense, mais finalement, on les a plutôt dominés. Donc il y a Choco Barres qui a été pas mal parce qu'il a été très agressif en défense. Il y a Ramos qui fait son 100% au pied. Mais après dans les choix de jeu, je les ai trouvés assez imprécis encore. C'est pas le Stade Toulousain qui anime super bien. Par contre devant, ben voilà, Jelonche énorme. Lui il nous a fait vraiment mal. C'est là où on voit la différence aussi d'un profil de 8, tu vois. Roumat en demi-finale, c'était lui qui était titulaire, il s'est fait chasser par Lucu, et on voit qu'il avançait pas. D'ailleurs, quand Jelonche était rentré en demi-finale, il nous avait fait très très mal. Et là, c'est pareil, avec ses courses rectilignes, il a été vraiment impressionnant. Il y a Willis qui nous a pourri tous les ballons, que ce soit au sol, à chaque plaquage, il a fait qu'avancer. Et Flamand aussi, très très bon Flamand. En plus, c'est bien parce que lui, il nous a un peu montré ce qu'il fallait faire, parce qu'il a sécurisé tous les renvois, quoi. Et ça, en fait, ça change énormément. Mais bon, malgré ça, on est quand même resté dans le match. Et ça, c'est fort. Et on finit à 33-33 au bout de 80 minutes. Donc ça, c'est encore plus fort, malgré quand même des conditions. Si on fait, on verra dans les points négatifs, mais si on fait le défilé du match, de cartons jaunes, 17 pénalités, t'es chacaillé au sol, en mêlée, bah t'arrives quand même à trouver des solutions. Donc ça, c'est très très positif. Ouais, tu vois, quand on parlait du match la semaine dernière, on était, nous, très confiants sur la force de l'UBB. Et en fait, le seul doute qu'on avait, c'était est-ce que le Stade Toulousain va réussir à passer, comme tu dis, à monter le curseur et vraiment se mettre en mode final que le Stade Toulousain ne perd jamais. Et ça a été le cas. Comme tu dis, on a été très très proche. D'ailleurs, on peut commencer les points positifs par le fait qu'on a un sacré cœur, sacré courage qu'on a montré. On n'a rien lâché. On est à moins 10 à 10-15 minutes de la fin et on va quand même arracher cette prolongation. Donc, on n'a jamais baissé les bras, tu vois, comme on avait pu le faire peut-être l'an passé où tu prends la marée en fin de match, même si le match était joué. Mais là, t'as vraiment rien lâché, puis t'es allé au bout de toi-même, quoi. Ouais, et puis on est extrêmement solidaire et ça se voit rien qu'à notre défense parce que c'est arrivé qu'on se fasse transpercer, mais à chaque fois on arrive à revenir. Et je trouve qu'en défense on a été plutôt fort, c'est-à-dire qu'ils ont jamais pu passer derrière. Les seules fois où ils ont passé, c'est vraiment quand ils arrivaient dans nos 22, pardon. Et voilà, c'est pick and go, c'est jeu à une passe. Là, c'est là où ils nous faisaient du mal parce que clairement, on manquait de densité. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pas anodin que l'année prochaine, on cible certains recrutements comme Jean-Luc Duprise, qui sont pas forcément des gros porteurs de ballon, mais qui sont des mecs qui en zone 1 ou 2 peuvent mettre des cartouches en fait et essayer de dominer comme peut le faire Coleman, tu vois. Et c'est vrai que là on manquait un peu de densité, donc on s'est fait secouer dans cette zone, quoi. Mais on lâche jamais rien et ça ce groupe est quand même très très costaud pour ça. Tu vois, t'as l'impression qu'il se fait percer, t'as l'impression qu'il est ultra dominé, ce qui est le cas, mais en fait il est assez résilient pour ensuite piquer au bon moment parce qu'on a du talent partout derrière, quoi. Ouais, partout derrière, et puis on peut commencer déjà par saluer la charnière qui a fait tu vois, malgré le pack dominé, t'as Maxime Lucu qui a fait un énorme match. Mathieu Jalibert, tu vois, moi je suis sorti du match et je me suis dit, ouais, il a été, tu vois, j'ai pas trop aimé. Puis en fait, tu regardes le match et tu te dis, en fait, il a été stratosphérique. Ouais, c'est vrai que notre charnière, de toute façon, Alex Priem l'avait dit, et puis on était tous d'accord. En ce moment, c'est probablement la meilleure charnière du monde, vu que Dupont est blessé et que Ntamak a le genou dans la boîte à gants. Et on l'a encore vu, parce que comme tu le dis, en fait, t'as ton pack qui est dominé, donc t'as aucun ballon facile pour Max. Et il arrive à les sortir bien, à bien les sortir,
Il a toujours eu ses beaucoup de pieds. Le truc qui a été encore plus intéressant, c'est que maintenant il arrive à prendre aussi le jeu en son compte, tu vois, parce qu'en fait la stratégie du Stade Toulousain, et ça ils ont été très malins, ils faisaient beaucoup de rush défense sur Mathieu Jalibert. Donc rush défense, c'est qu'on monte très rapidement, on essaye de couper la ligne de passe pour en fait forcer la décision du 10, et forcément quand tu t'es chacaillé dans les rucks, le ballon sort plus lentement, et donc après c'est plus lent pour le 10, et donc si tu montes vite sur lui, forcément t'essayes de le gêner et tu le perturbes. C'est ça d'ailleurs qui a amené l'interception, et après on est revenu en avant. Mais même avec ça, donc on a Max qui a arraché je sais pas combien de ballons dans les rucks. Typiquement, pour illustrer un peu ce que tu dis avec cette rush défense, c'est quand il fait sa petite passe au pied dans le dos de la défense pour servir Penaud. Exactement. Et tu vois, et ça, tu vois, c'est là où je trouve qu'on est quand même une équipe extraordinaire derrière. C'est que malgré cette défense agressive, malgré le fait qu'on subit devant, mais en fait, t'as toujours ce petit geste technique et ce talent qui fait que dans n'importe quelle situation, tu peux t'en sortir. Et Lucu, il fait ce petit coup de pied, il était juste parfait, quoi. Et Mathieu, pareil, tout le match, il a tenté, il a bien animé, ses chandelles, ses coups de pied de pression. Au stade, j'avais l'impression qu'on avait perdu cette bataille de l'occupation. Néanmoins, les coups de pied de pression qu'il a fait, c'était assez énorme avec un autre joueur qui a été Penaud. Je crois qu'il a fait son meilleur match cette saison. C'est-à-dire en termes de chasse, il était incroyable. Il a mis une pression dense sur le fond de terrain toulousain. Il marque son essai, il a débloqué certaines situations. À un moment, il y a une stratégie où on le fait juste une passe et il va me péter dans la zone du 10 pour nous faire avancer, et c'est après où on marque. Vraiment un très gros match. Donc ouais, on a énormément de talent. Il y a cette charnière niveau international. On a ce Penaud qui est incroyable. Dommage que Louis prend ce pet au premier plaquage, à la Crétillac. En plus, ça fait très très mal. Et je sais même pas comment il a fait pour tenir jusqu'à la mi-temps. Et on le voyait, il boitait. En fait, c'est pour se remémorer, c'est ce qu'avait pris Ramos contre nous, Matmut, l'année dernière. Au bout de 2 minutes, il avait pris ce coup et il était sorti immédiatement parce qu'il a été. Enfin, en fait, c'est une douleur qui est extrêmement intense. Et donc, je sais même pas comment il a fait pour tenir, mais il était sur une jambe, donc dommage, parce que c'est vrai un Louis à 100%, on aurait pu mettre encore plus de pression, même si Rottière a fait son match quand même en rentrant, comme d'habitude. Et puis après, derrière, il y a aussi Yoram, encore une fois, il fait encore son match, ça y est, lui. On a une charnière internationale, mais on a aussi un 12 de niveau international. Il est encore incroyable dans le fait qu'il nous met dans l'avancée, il gagne ses duels en défense, et sur l'essai de Jalibert, sa petite passe est merveilleuse, quoi. Il attend le bon moment pour lâcher à Mathieu, et Mathieu arrive avec une superbe course pour marquer ça. Franchement, vu le match comme on était dominé, vu la physionomie, la mêlée, etc., c'est vraiment incroyable d'avoir cette ligne de 3/4 qui arrive à nous relever la tête et à nous faire marquer. Et puis après pour Max, pour finir Max, comme tu dis, mais en plus là, comme il a pris le pied, 100%, vraiment, et puis cette dernière pénalité qu'il met, juste incroyable, quoi, parce qu'il faut avoir le mental, parce qu'il se donne quand même sur un terrain lui. Bah, c'était un de mes points, c'était la précision face au perche. Alors, je mets à part cette dernière pénalité, mais tu vois, dans l'ensemble du match, il en a réussi des plus ou moins simples, mais il est à 100% dans une finale. Alors oui, il y a toujours ce fantôme du quart de finale face aux Queens de l'an dernier qui peut-être a fait qu'il n'a pas buté cette année. Mais est-ce qu'on n'a pas une solution toute trouvée pour la saison prochaine? Est-ce que Max doit pas reprendre le but? Ça, je pense qu'on aura le débat quand on fera la preview de la saison, mais ouais. C'est peut-être une petite indication déjà, même si cette saison on n'a pas perdu de match à cause de cette précision face au perche véritablement. Ça peut valoir le coup de se poser la question, mais ouais, et pour finir sur du coup cette pénalité avec l'historique de Maxime Lucu, la pression, le Stade de France, cette saison qui nous fait et qui la passe sans trembler, c'est juste incroyable et ça fait terriblement plaisir pour lui, quoi. Ouais, de toute façon c'est sa meilleure saison de sa carrière là pour l'instant. Donc c'est peut-être l'année prochaine sera encore mieux. Mais là, enfin, il marche sur l'eau. Enfin, tu vois, il était quand même en manque de confiance. Alors chez nous, ça allait, mais tu vois, en équipe de France, et là, il fait ce match héroïque contre l'Irlande où en fait, il remplace Dupont, qui est le meilleur joueur du nom, enfin le meilleur neuf du monde,
et il fait un match exceptionnel, et puis après il fait qu'enchaîner, et là on lui donne la responsabilité du but alors qu'il a pas buté de l'année. Alors ça aussi, parce que c'est le but, c'est une histoire de confiance, et une histoire de tu répètes les tâches. Alors même s'il fait un entraînement, c'est pas la même chose au stade. Et là il y a ce petit passage de témoin. Je pense que Mathieu a été d'ailleurs très intelligent, parce que je sais pas s'il avait un souci ou Alors moi j'ai vu passer sur Twitter que c'était lié à une gêne au talon. ah bah tu vois, mais bon, il faut être intelligent pour dire ben ouais non, vas-y prends le but, je suis un peu diminué, voilà, c'est à toi maintenant, c'est ton moment, et Max, voilà, en bon capitaine, en bon patron, il prend le truc, et franchement c'est fort, mentalement c'est fort. Cette dernière, on parle d'un joueur qui s'envoie en défense, qui de tous les combats, qui a chaqué toute la partie, et là qui me sort ça, franchement chapeau, c'est vraiment un patron lui. Ouais. Et autre secteur, tu vois, parce qu'on parle beaucoup de derrière, mais devant, moi j'ai bien aimé en touche. Tu vois, un peu comme contre Toulon, on a contré des touches adverses, on a été plutôt propre. J'ai été agréablement surpris, surtout quand tu sais d'où on vient, quoi. Ouais, devant c'est un peu clairement ce qui nous sauve, parce que sur tous les autres fondamentaux, on était vraiment clairement en difficulté. Là, la touche, Petit fait un match exceptionnel. Petit Lamotte, là les deux là font un match exceptionnel. Petit, d'ailleurs, on a beaucoup souffert quand il est sorti. Son carton jaune a encore déstabilisé, que ce soit en touche ou même sur les blocs-sauts pour les renvois. Mais en fait, c'est hyper facile. Là. Il fait ses annonces en dynamique. Ils ont jamais pu nous embêter en fait. Et Lamotte avait c'est comme d'hab, c'est-à-dire le Lamotte des phases finales. Il est toujours important. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas eu le même impact après avec l'entrée de Connor. C'est parce que Lamotte là, c'est vrai que sur les phases finales, il met tellement le niveau haut, c'est compliqué de passer après lui parce qu'il a fait quand même 80 minutes quasiment de très très haut niveau là. Moi, je crois qu'il sort à la 75e, quelque chose comme ça. Donc, t'imagines avec le combat, c'est fort, très très fort. Ouais, complètement. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ont joué plus de 90 minutes, je crois, pour Petit qui sort pour Johnny Gray. Ouais, aussi, ouais. Non, mais d'ailleurs, ça, il faut aussi féliciter les joueurs, le staff, parce que je trouve qu'on a quand même préparé nos mecs. Enfin, tu vois, Thibaut Giroud, le travail de Thibaut Giroud a été assez incroyable, parce que finalement, on arrive avec quasiment le 23 type. Alors on a des blessés, on a Coleman, Sadi, etc. Louis qui arrive pas en forme, mais on a réussi quand même à amener cet effectif quasiment complet pour une finale. Et t'as des ressources quand même. Moi, je trouve qu'à partir de ça c'était intéressant, c'est qu'à partir de la 65e minute, on a les avants toulousains qui ont commencé un peu à baisser le pied et le score n'était pas fait. Et nous, on commençait même à redominer les impacts. Tu vois, c'est quand Big Ben revient et il commençait à réavancer. On a Beauchaton pareil qui avance et on a cette séquence magnifique où on fait ce contre-attaque qui part de Buros qui attrape une chandelle sur le bel et on finit avec Petit entre les poteaux. Enfin, c'est juste merveilleux. Moi, je pensais que le match il allait tourner. C'est pour ça que on en reparlera après sur l'histoire de la pénalité, mais je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir pris les points parce que j'ai l'impression qu'on basculait physiquement, on était mieux. Ouais. Oui, donc, ça, physiquement. Après, effectivement, on en reparlera aussi, mais en prolongation, peut-être que tu rates le coche à un moment donné et que voilà, finalement, ça tourne. En fait, c'est la pièce qui tombe pas du bon côté aussi, de toute façon. Ouais, mais clairement, de toute façon, j'ai l'impression qu'on n'avait pas le code des rebonds à un moment. L'action où il y a Jalibert qui tape dans les ballons et après ça rebondit sur sa main et après ça repart dans une autre contre-attaque. Enfin, tu te dis parfois ça se joue à rien. Globalement. Là, ça s'est clairement joué à rien. De toute façon, tu arrives à 33-33 après 80 minutes d'un combat intense. Derrière, c'est celui qui, voilà, c'est peut-être l'expérience du champion qui parle derrière en prolongation qu'on n'a pas encore. Mais qu'on aura un jour. Est-ce que tu avais d'autres points positifs à mettre en avant ? Non, je pense qu'on a à peu près tout dit. Voilà, les avants ont été un peu pris sur ce match et on peut remercier. Alors bien sûr, il y a eu Petit et Lamotte qui sont un peu sortis du lot. Même Beauchaton qui a fait quand même un match de gros gaillard. Enfin, ils sont quand même battus tous parce qu'il fallait résister en défense. Mais voilà, il faut quand même encore rendre hommage à nos trois quarts qui ont fait un boulot pour nous maintenir dans le match assez exceptionnel. Du coup, on va passer directement au point négatif. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh ! Il nous casse les couilles là ! Premier point négatif qu'on peut mettre en avant sur ce match, moi je dirais la discipline. Tu prends 2 cartons jaunes, alors celui de Beauchaton c'est peut-être plus un fait de jeu, mais
Toujours est-il qu'il y a jaune, pareil pour Guido Petit, mais il y a surtout 17 pénalités à 8, sachant que Toulouse, ils en prennent 3-4 dans le premier quart d'heure, quoi. Donc, sur tout le reste du match, et je pense que c'est pour ça que, tu vois, au bar où j'étais, il y avait beaucoup de personnes qui gueulaient sur l'arbitre, parce qu'effectivement, l'arbitre sifflait quasi constamment contre nous. Mais en fait, c'est pas l'arbitre, c'est à la fois les joueurs toulousains qui ont très bien joué, qui étaient présents sur les rucks, présents au grattage, et qui nous ont forcés à faire ces fautes-là. Et c'est de l'indiscipline de l'UBB. Et tu vois, des fois, je voyais des grattages qui étaient ultra clean de Willis, de Pitahaki, etc. Et l'arbitre, forcément, qui siffle pénalité contre nous. Et là, du coup, tout le monde gueule contre l'arbitre. Mais non, c'est juste qu'il y a faute et il faut la siffler, cette faute. Non, mais ouais, complètement, hein, on s'est fait prendre devant. De toute façon, il n'y a pas à dire. Ils ont vraiment fait le pire pour nous, c'est-à-dire ce match vraiment que du combat d'avant. Voilà, c'est-à-dire techniquement, et donc du coup ils nous ont mis une pression folle pendant 30 minutes où on n'a pas su gérer, quoi. On faisait que se faire pénaliser, que ce soit effectivement au sol quand nous on attaquait, ou même sur les mêlées, parce que les mêlées par exemple ça donnait des pénalités gratuites, tu vois. Donc finalement ouais, la discipline a été vraiment une grosse problématique, et c'est quand même fou d'être encore en vie. C'est toujours pareil, moi c'est ça qui me choque le plus en fait. T'as joué 20 minutes à 14, quoi. 20 minutes à 14 et t'as perdu en plus de gros dans ces 20 minutes à 14, mais t'as quand même réussi à faire 33 et à physiquement finir pas mal. Enfin, moi je trouve ça incroyable qu'on soit à ce niveau-là physique. Mais c'est d'autant plus frustrant, c'est que en fait tu te dis un peu plus de discipline. Alors effectivement c'est lié forcément au travail des Toulousains, mais tu prends pas ces deux jeunes, tu vois. Enfin tu te dis en fait qu'il y avait une place pour y aller chercher ce Brennus. Une place, si t'as vraiment tous tes mecs, et notamment si t'as Coleman et probablement Sadi. Ouais. Voilà, en fait c'est tout là, parce que les mecs ils sont donnés comme des chiens, mais en fait c'est parce que tu subis sur les portées parce que physiquement t'es moins dense, tu subis sur les mêlées parce que ton axe droit c'est pas ton axe droit titulaire, et que Big Ben normalement même si c'est un mec titulaire, ce serait un mec qui serait idéal comme à la demi-finale contre Toulouse, un mec qui rentre 30 minutes. Tu vois, ouais. Et donc c'est là où Sadi nous manque, et où Falatea est pas revenu à son niveau qu'il avait avant sa blessure. Donc il était aussi un peu fatigué. On l'a fait rentrer, t'imagines, on l'a coaché un peu comme si c'était un espoir, tu vois, ouais. Ou Tofa. Ouais. Ça montre un peu qu'il était pas en place, quoi. Et tu vois, la guerre des rucks qu'on avait gagnée en demi contre Toulouse, là, il y a pas eu match, quoi. Et comment on peut expliquer aussi cette différence entre ces deux matchs? Alors certes, on n'avait pas Coleman, certes, eux, ils ont remplacé un Roumat titulaire en 8 pour un Jelonche qui est sûrement peut-être plus précieux dans ce secteur-là. Est-ce que c'est les seules explications, ou enfin comment on peut expliquer cette différence de niveau, que ce soit l'UBB ou du Stade Toulousain? Moi, je pense que c'est que la préparation et l'envie. Voilà. En gros, je pense que le Stade Toulousain là a dû, notamment ses cadres gratteurs, Mola a dû les enfermer dans une pièce. Il a dû les matraquer de phrases en disant qu'il s'était, tu vois, il s'était fait défoncer, que c'était des pipes. Enfin, tu vois, je sais pas comment il les a motivés, quoi. Mais je pense que c'est clairement psychologique, et qu'ils avaient, tu le sentais, hein, ils étaient plus violents que nous, quoi. Alors qu'en demi-finale, c'était clairement l'inverse, en fait. Ils avaient aucun truc facile. On se jetait comme des morts de faim sur chaque ballon, et on les faisait douter comme ça, tu vois. Ouais. Et là, clairement, et en plus c'est pareil, et Mola, il est intelligent parce qu'il a piqué des cadres, tu vois. Finalement le match à la fin il le gagne parce que ils ont mis sur le banc Pitahaki pendant 60 minutes, et Pitahaki qui était un des hommes de main de Mola, et comme Meafou, tu vois. Donc il a su, je pense, les motiver. Il a dû être aidé par des papiers. Tu vois, les mecs. Tu vois, je suis même pas sûr qu'il ait besoin de papier ou de trucs de journalistes, de médias. En fait, t'as juste un levier de motivation, c'est cette demi-finale de Champions Cup. Comme nous, en demi-finale de Champions Cup, on avait le levier de motivation de la finale de Top 14 de l'année précédente. Je pense, ouais. T'arrives dans une situation de chasseur-chassé, et finalement, c'est celui qui a le plus les crocs, c'est celui qui a perdu la fois d'avant, en fait, quelque part. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Je pense que ça a été assez simple, hein. Et nous, on a été secoués dans ce secteur et on n'a pas su répondre.
Et tu vois, autre secteur aussi où on a été décevant, je trouve, c'est la gestion des renvois. Et c'est pas une première fois cette saison. Et là, ça a encore été le cas. Quand on marquait, on se reprenait des points derrière. On a bafouillé pas mal de renvois. Alors eux aussi, notamment en début de seconde mi-temps, un peu comme en demi-finale de Champions Cup finalement, qui finit par laisser Jalibert. Mais j'ai l'impression que c'est un mal un peu récurrent sur cette fin de saison. Chez nous, on l'avait déjà souligné contre Vannes. Ouais, là c'est clairement un gros problème. Je mettrais que pour moi c'est la chose numéro 1 qui nous fait perdre ce week-end. Parce que mine de rien, même avec la garde des rucks, même avec les mêlées, je mets ça vraiment inférieur parce qu'on a réussi à trouver des solutions. Par contre, à chaque fois qu'on marquait, comme tu dis, eh bien on reprenait la pression alors que c'était des choses qui étaient assez simples. Soit Petit se fait lober en bloc saut et donc après on avait Louis. Et alors là le problème aussi c'est que Louis, vu qu'il s'était pété à la première minute, mais forcément t'as pas la même réaction, donc t'as pas les mêmes raffus, la même vigilance. Et comme aussi alors ça aussi c'est une des conséquences de la bataille du ruck, c'est que parfois comme ils nous grattaient, notamment le premier ballon ils nous ont gratté parce que on n'était que 3, je pense qu'il fallait densifier encore un peu plus, mais bon, Poirot se fait gratter et après on mettait même plus les cellules. Tu vois, normalement on est obligé quand on fait un renvoi, normalement on fait toujours une cellule pour ouvrir l'angle à max, et ça à la fin on le faisait plus parce qu'ils étaient rentrés dans notre tête, tu vois. Mais effectivement, ça a été ces renvois. Quand ils mettent les cellules, c'est plutôt que de taper directement après le renvoi, refaire un ruck. Ouais, un peu dans l'axe, un peu plus vers le centre du terrain pour ouvrir le pied de Max et après qu'il puisse faire un jeu au pied plus long. Et ça, à un moment donné, tu vois, on le faisait plus parce qu'ils avaient réussi à briser nos cellules. Donc, mais effectivement, hein, sortie de camp et renvoi, ça a été cataclysmique de notre côté. Et je pense que c'est vraiment le premier facteur qui nous fait perdre ce match parce que forcément en fait c'est désespérant quoi. C'est-à-dire que tu reviens à un moment l'essai de Max, tu reviens la petite passe au pied de Max, Penaud qui marque, là tu te dis c'est bon, et après tu reprends des points juste après quoi. Ouais, surtout que t'es à 14 contre 15 à ce moment-là, enfin tu fais non mais s'il vous plaît quoi, c'est pas possible. Et ça ouais, c'est clairement un secteur qu'il faudra cibler. Tu vois, la touche s'est améliorée avec Petit. Non, mais là, les renvois, il faut vraiment que ce soit plus pertinent. Alors, est-ce que c'est parce que on n'a pas Coleman? Je sais pas. J'arrive pas à... Ouais, mais au bout d'un moment, tu peux pas expliquer tes rucks, ta mêlée, tes renvois par un seul joueur non plus, quoi. Et, sachant qu'on est petit caso quand même. Surtout qu'il se blesse, donc du coup, tu vas être emmerdé si c'est que lié à une personne. Non, mais là, il y a vraiment un problème. Et contre Toulon, plusieurs fois on a été lobé, mais après t'avais Ouberti qui était extrêmement solide derrière, alors que là t'avais un Louis blessé. Et d'ailleurs ça me fait venir au point du banc. Tu vois, banc 5+3 comme contre Toulon. Alors est-ce que ce banc, alors ça on le saura jamais, hein, mais est-ce que tu vois un banc 6+2 comme on avait fait en Champions Cup, ça aurait été plus impactant avec un Tevita Tafou sur le banc ou même un Mamadou Diaby? Est-ce que ça aurait été plus utile, sachant que sur ton banc, finalement, tu as Johnny Gray et Joey Carberry qui entrent eux en deuxième mi-temps de prolongation. Donc à la fois, Jalibert, je comprends que tu le laisses quasi tout le match. À la fois, un Johnny Gray, tu aurais pu le faire rentrer un petit peu avant, quitte à le refaire sortir derrière ou faire rentrer un Petit, tu vois, en troisième ligne. Enfin, il y avait des options que j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément utilisées avec ce banc en 5+3. En fait, je pensais que tu allais avoir plus de rotation. Sachant que, alors, tu as un maximum de 12 changements disponibles et qu'au final, tu n'as que Nicolas Deporter, Marco Gazzotti et Big Ben qui sont sortis pour re-rentrer ensuite. Après, c'est peut-être la blessure aussi de Louis qui a fait changer les plans, notamment derrière. Mais voilà, est-ce que ce banc-là, en 5+3, qu'on n'a quasiment pas fait de l'année, c'était la bonne chose à faire? C'est sûr. Alors après, il y a cette particularité, comme tu dis, de faire rentrer un peu qui on veut jusqu'à 12 changements. Donc finalement, tu peux ramener des mecs frais. Donc c'est pour ça que les staffs privilégient ce 5+3 parce que forcément tes gros, ils peuvent être souvent frais. Bruno nous l'avait expliqué. Bon, est-ce qu'il fallait pas passer en 6+2 parce que forcément, alors après c'est toujours pareil, on savait pas on savait pas si on pouvait se douter, mais que le Stade Toulousain allait être aussi puissant devant, forcément, tu vois. Ouais, il y a eu aussi un côté, on a sous-estimé le pack de Toulouse, potentiellement. Hein, c'est possible. C'est une hypothèse. Et tu vois, avec un banc
même tu vois Konorsa qui est rentré à la 75e. En fait, je trouve qu'on a trop changé nos habitudes, trop tiré sur la corde de joueurs, alors que un Konorsa qui rentre à la 60e, bah peut-être qu'en fait il t'apporte ce qui te manque aussi, quoi. Ouais, c'est possible. Et quitte à faire après rentrer un Lamotte plus tard. Ouais, non mais il y a peut-être eu alors après c'est toujours pareil. On parle après la fin du match. En fait, mais c'est ça, c'est qu'il faut aussi prendre en compte la physionomie du match, c'est que bah, effectivement ton Lamotte il joue jusqu'au bout parce que t'es à 2 doigts de revenir et que t'es dans une dynamique positive à partir de la 60e où t'as 10 points de retard, même à la 70e. Et en fait, tu recommences à dominer tes collisions, tu recommences à dominer avec ton paquet d'avant. C'est compliqué de tout changer à ce moment-là, quoi. Ouais, exactement. Ouais. En fait, c'est pour ça. Alors après, tu pourras toujours dire, ben ouais, avec Tatafou, on aurait pu faire une double vague et donc du coup les impacter réellement, que ce soit à la fin du match plus à la première mi-temps de la prolongation. Pareil, Van Rensburg, Nico qui était un peu en deçà. Bah tu vois, quand on a fait rentrer Van Rensburg, il fait une rentrée de folie et notamment il est extrêmement important sur l'essai de petit. Ouais, voilà, il y a des. Alors est-ce que Yannick a été pris c'est toujours pareil. Après, lui, il est au cœur du terrain et donc Ouais. tu vois, Toujours pareil, quand tu perds, c'est que il y a des t'as eu tort. fautifs, Enfin, de toute façon, c'est ça. T'as eu tort. Quand t'as perdu, c'est sûr qu'il y a quelque chose que t'as pas fait bien. Pas bien fait. Donc après, c'est parfait parce que ça va. Enfin, c'est parfait. Non, j'aurais préféré qu'on gagne. Hein. Mais finalement, on est qu'à l'année 2 de Yannick Bru. Hein, donc première année, on fait une finale, on prend une énorme branlée. Là, on est champion d'Europe et on revient en finale en étant en top 2. Voilà, le staff est aussi un staff jeune. Hein. Yannick Bru, c'est son premier club finalement en numéro 1 dans le top 6. Parce qu'avant, il avait pris Bayonne, mais qui était en Pro D2. Qui était en Pro D2, tu vois, c'était pas le même calibre. Là, il a d'autres joueurs, il a notre staff. Voilà, là, c'est 2 premières années en tant que numéro 1. Donc, ça reste quand même un très jeune entraîneur. Et donc, forcément, lui, c'est pareil, comme tout le monde, il apprend. Et l'avantage, c'est que c'est un mec hyper intelligent. Donc forcément, tu sais que ça va lui rester dans la tête. Ça va devenir même une obsession. Et donc, je pense que ce genre de problématique, mais comme Mola, hein, on en parlait avec Greg Aki, mais comme Mola, quand il fait sa connerie en 2023, en demi-finale, à mettre Dupont-10 et Graou en 9, bah ça, il va pas le refaire, quoi. Et donc c'est des tacticiens, des techniciens très intelligents. Ouais, ce serait cool de l'avoir prochainement cet été, pourquoi pas, pour connaître un peu son avis là-dessus. Est-ce qu'il y a des erreurs qu'il a identifiées? Est-ce que, enfin, j'ai aucun doute que oui, mais de toute façon, effectivement, on disait, quand tu perds le match, c'est sûr qu'il y a des choses que tu referais autrement. D'ailleurs, petit débat donc tu as commencé à mentionner, c'était soufflé par Kev sur Twitter. Parce qu'à la fin, il faut prendre les 3 points ou il faut aller en touche, sachant que tu domines plutôt ce secteur-là et que tu es plutôt dans l'avancée. Ouais, c'est un vaste débat. Moi, je pense que prendre les points était la bonne solution parce que on commençait à bien les dominer. Alors effectivement, tu aurais pu partir en touche, mais pour moi, c'est pas le sens du jeu. Le sens du jeu, c'était prendre les points et après repartir à fond comme tu avais fini le match en la première mi-temps. Et c'est ce qu'on a failli faire. On rate le coche à un moment où il y a Big Ben qui se fait gratter le ballon, je crois que c'est par Aki encore, qui fait alors je sais pas si c'est Aki ou Meafou, mais il se fait coffrer parce qu'il est isolé, et ça c'est clairement pour moi le tournant du match parce qu'on est dans les 22, on est dans l'avancée, ils sont pas bien. Je pense que si on marque là, le match est plié. Parce qu'ils reviennent pas mentalement. On aurait donné raison à Max et à Bru d'avoir pris cette décision. Et là, effectivement, vu que on a perdu, tu as cette possibilité de partir en touche. Mais bon, est-ce que tu aurais trouvé une bonne touche? Et après, il faut marquer, quoi. Sachant qu'en plus, tu es dans une période où Brousset, comme tous les arbitres internationaux, d'ailleurs c'était pareil en prolongation, il faut vraiment que ce soit clair et évident pour siffler, tu vois. Donc compliqué comme choix. Moi, je pense que les 3 points étaient une bonne solution. Et je pense que devant notre télé ou au stade, 99,9% des supporters bordelais ont direct dit on prend les 3 points, il faut aller en prolongation, on peut l'arracher cette prolongation. La physionomie du match fait que en fait, si tu t'arraches cette prolongation, tu continues de rêver. Donc c'est simple de se dire que peut-être que la touche aurait été mieux après coup, mais en direct, on était tous à se dire qu'il fallait prendre les 3 points. Donc
Donc voilà, c'est une défaite qui est cruelle, mais c'est une belle défaite. Voilà, au moins les joueurs, le staff et le club repartent la tête haute du Stade de France, Ouais, je pense, contrairement un ouais. petit peu à ce qui s'était passé au Vélodrome il y a un an. Donc on a fait une super saison. Ouais, c'est ça. Donc c'est un beau match pour conclure cette saison avec une belle rivalité entre les deux clubs qui est en train de naître. Donc ça va être top et on a hâte de retrouver notre petit UBB et de retourner défier l'ogre toulousain. Ouais, c'est sûr. Mais là, on a lavé l'affront, hein. Je trouve que là, on les a bien regardés dans les yeux. Ils ont même douté. C'était vraiment une. Ça s'est vu à la réaction alors déjà des joueurs, mais surtout des supporters toulousains qui ont reconnu en gros que leur adversaire avait. Et je crois qu'ils ont fait caca culotte méchamment, hein, les supporters toulousains, et qu'ils étaient très heureux de gagner ce match, mais ils faisaient pas les fiers en prolongation. Et pour le coup, beaucoup d'humilité, beaucoup de reconnaissance envers l'UBB sur le travail accompli, et notamment depuis l'an dernier. Donc ça, c'était très agréable de pas avoir, tu sais, du chambrage de bas étage, tu sais, à nous dire ouais 24 titres, on vous a battu machin. Là, c'était beaucoup plus fair play que ça, et c'était assez agréable, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais, de toute façon, ouais, c'était vraiment sympa. Mais même au stade, je trouve, il y a eu deux moments, mais c'était où ça a un peu sifflé. Une fois Jalibert, non, une fois Lucu et une fois Ramos. Bon, mais globalement, ça a été au stade, c'était très bien aussi. Donc vraiment sympa. Et après sur les réseaux, pareil, je pensais que ça allait être un peu plus pénible, mais finalement c'était plutôt rigolo et même sympathique avec Ouais. que ce soit les titres, comment il s'appelle le bar, merde, j'oublie. Chez Tonton. Ouais, chez les tontons. Donc Tonton, ils ont fait des masterclass toute la semaine. Franchement, c'était très drôle. Et tu vois, même eux, ils ont fait un tweet en mode bien joué l'UBB, vous êtes un beau finaliste. Et puis en plus, c'est vrai qu'en plus on a un joueur qui personne peut le détester. Alors il y a quand même des mecs qui l'avaient insulté au dernier tournoi destination, enfin en 2024, mais bon, quand Max Lucu il impose le respect et tout le monde a envie qu'il gagne un Brennus, donc ce serait bien qu'il gagne avant sa fin de carrière. Voilà. Donc le ami toulousain, laissez-nous un peu Voilà. croquer le L'an Brennus. prochain, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous laisse la Champions Cup, que vous nous avez gentiment donné cette saison. Voilà, et donnez-nous Brennus. Voilà, vous nous donnez le Brennus, comme ça tout le monde sera content la saison prochaine. Voilà pour ce match. Bon, on a quand même des petites actus à décortiquer parce que cet été, il risque d'être assez intéressant avec les compétitions internationales et puis les actus du club. On va tout casser là, c'est la décennie bègue là. On va faire rêver. Si on pète pas le boulard, ça va aller. Et pour commencer les actualités du club, une info qui vient de tomber de la part de Sud-Ouest. Alors, on savait que Mathieu Jalibert devait se faire opérer cet été et que c'est notamment pour ça qu'il n'était pas éligible à la tournée en Nouvelle-Zélande, tout comme Romain Ntamak, par exemple, qui s'est fait opérer lui ce lundi. Et bien, il va se faire opérer cet été du tendon rotulien, ce qui va nécessiter 2 mois de convalescence. Donc, début de saison déjà compromis pour Mathieu Jalibert. Ouais, en tout cas, avec cette gêne au genou, enfin, vaut mieux qu'il ait une gêne au genou, quoi, parce que sinon, il serait injouable. Parce que là, il est juste monstrueux. Alors, s'il avait ses petites gênes, peut-être qu'il était sous infiltration, je sais pas, mais en tout cas, il était monstrueux depuis plusieurs mois. Donc, après, bon, c'est comme Louis, je pense que ça va être des joueurs qu'il faudra laisser respirer, voilà, les premiers mois. On pourra rattraper ses points. Je pense que là, avec le recrutement qu'on a fait, on aura une charnière qui sera d'un autre niveau remplaçante. Donc Pagerello, Carbery, je pense que ça peut être suffisant pour un début de saison et après qu'il rentre tranquillement juste avant, tu vois, qui recommence en octobre pour après attaquer jusqu'à novembre, quoi. Et puis on peut clairement faire confiance au coaching de Yannick Bru. On a vu cette saison que les rotations effectuées, c'est toujours dans l'esprit de à la fois reposer les mecs, mais toujours avoir une équipe compétitive qui peut aller chercher les points à chaque match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc, aucun doute que si Jalibert doit manquer les quelques premiers matchs de la saison prochaine, on aura quand même une équipe compétitive. Et Carbery, il a aussi... on a vu que avec une équipe quasi type, il était performant, ne serait-ce que sur cette fin de match à Toulon. Non, mais c'est ça, hein. De toute façon, si t'as Max, Carbery, Moefana ou Van Rensburg, des porteurs, Penaud, tu voyais. Ouais, ça va, t'es tranquille quand même. Ouais. T'es pas obligé de... Mathieu, c'est bon. Voilà. De toute façon, les grands Content. joueurs,
Ouais, c'est ça. Les grands joueurs, on aura besoin en Champions Cup parce que c'est quasiment des matchs de phase finale, les matchs de poule. Et après, c'est les phases finales. Hein. Moi, je veux le voir comme cette année, hein, en forme de mars à juin. Voilà. Ouais. Si tu nous entends, Mathieu. Reste au chaud. On a le temps. On revient en novembre après la tournée, tranquille. Deuxième nouvelle, Salesi Rayassi, l'ailier de Vannes, donc Vannes qui descend en Pro D2, arriverait donc à Bordeaux. Donc on avait Madoche Tamboué qui devait venir. Finalement, c'est un petit ailier fidjien qui est pas dégueu visiblement, Rayassi. Ouais, et du coup c'est intéressant parce que quand on parlait de Madoche Tamboué, on disait il y a Marty et le staff ont ciblé la problématique Louis qui a plus de 2000 minutes, qui joue beaucoup trop. Il y a eu cette petite polémique entre guillemets avec les commotions, bref. Et donc on sait que c'est un joueur qu'il va falloir faire reposer parce que c'est un jeune joueur et il a tellement de talent que lui pareil, il faut pas qu'il arrive sur les rotules dans les moments les plus importants. Et par contre, il faut qu'on arrive à le compenser avec des joueurs de haut niveau. Donc Madoche Tamboué, c'était une très bonne idée. Bon, c'est pas fait visiblement. Et donc du coup, on a eu ce Rayassi qui est une très bonne surprise. Comme quoi, voilà, le club. De toute façon, on a eu que des surprises. J'ai l'impression de chaque annonce. On s'y attendait pas. Que ce soit de Barlow jusqu'à en passant par Palou, avec qui finit par Rayassi. Duprez. Ouais, non, franchement, il y a Malgré tous les insiders qu'on peut avoir, rien qui fuite. Hein. Pour le coup, Marty, là, il travaille bien, il travaille visiblement en secret, hein, parce que c'est-à-dire qu'il laisse rien fuiter, et c'est très très bien. Du coup, Rayassi, c'est un joueur extrêmement physique, qui a une faculté, alors il vient du 7, c'est-à-dire qu'il a un physique de déménageur de 3e ligne, mais c'est un setiste, donc c'est-à-dire qu'il a des appuis qui sont assez importants, et surtout c'est un joueur qui adore les offloads. Alors moi, j'ai pas vu 36 000 matchs de lui, je vais commencer à regarder quelques matchs pour faire des vidéos, mais j'ai vu 2 matchs qui m'ont suffi. C'est un contre nous, où il nous avait mis la misère, tout simplement, avec des passes après contact de partout. On n'arrivait pas à le choper. Il y a même un moment où il fait une percée et il s'arrête avant la ligne des 50 et il fait un 50-22. Je sais pas si tu t'en souviens. D'ailleurs, j'ai vu que 40 minutes parce qu'après, j'étais allé me coucher. Et après... Ce fameux match. Ce fameux match, effectivement. J'étais parti énervé. Et après, contre Bayonne aussi, où il avait joué que 40 minutes, pareil, parce qu'il avait pris une commotion. Par contre, c'est un joueur qui est assujetti aux commotions. Il a pris pas mal de coups à la tête. Donc ça, il faudra faire gaffe aussi. Et il avait été juste monstrueux. C'est-à-dire qu'il fait il marque 2 essais tout seul. Enfin voilà. Donc vraiment un gros talent qui va vraiment permettre de faire reposer Louis. Je pense en plus que vu son physique, je connais pas trop sa qualité de passe, mais c'est pas impossible que ce soit un mec qui puisse dépanner en 13. Tu vois, c'est vraiment des postes ailier 13, c'est quand même des postes qui sont assez jumeaux, quoi. C'est-à-dire que un ailier hyper performant peut potentiellement jouer 13, tu vois. Un Penaud peut jouer 13, un Teddy Thomas est très fort en 13, tu vois, voilà. Il y a quand même ce lien entre ces deux postes, donc. Ouais, après, j'avais regardé, il a jamais joué, enfin en tout cas jamais commencé le match en jamais 13. Il a fait 3 fois, il a commencé à l'arrière, mais c'est tout. En tout cas, 6 essais cette saison. Donc avec Vannes. Donc c'est vraiment un profil qu'on recherchait comme tu disais un peu dans la veine d'un Tamboué, un mec qui un peu facteur X qui peut te débloquer des situations un peu à lui tout seul. Donc c'est top qu'il vienne la saison prochaine. Je pense qu'on a le recrutement qui est à peu près bouclé là. Hein. Ouais, là on commence à vraiment avoir un effectif dense. On a à part si et là j'arrive sur ma prochaine news. Mamadou Diaby a demandé son départ et visiblement ça a été accepté par le président. Il me semble avoir vu passer ça que ce soir, donc lundi soir, dans Top Rugby, ça a été évoqué. Je crois qu'il se voit mercredi, le joueur et le président, mais ça fait peu de doute que Mamadou Diaby va avoir gain de cause et quitter l'UBB. C'est assez surprenant. Alors Sud-Ouest mentionnait que c'est un peu la vexation de ne pas être appelé sur une seule feuille de match depuis la finale de Champions Cup. Il dit dans une interview dans le Middle d'ailleurs que c'est le seul joueur à pas avoir joué une seule minute donc depuis cette finale-là. Je pense qu'il est très vexé, qu'il a aussi un peu conscience que son niveau de jeu va pas lui permettre au sein de l'UBB d'avoir le temps de jeu qu'il l'espère, que cette finale de Champions Cup, mine de rien, il a pris un carton jaune, il n'est pas passé loin d'un 2e carton jaune. Moi, j'avais entendu une interview dans Sud Radio où il faisait un peu mine de pas trop comprendre pourquoi on disait qu'il avait failli avoir 2 cartons jaunes.
Voilà, c'est peut-être l'ego, tu vois, de ces joueurs qui, bah, pourtant sont des guerriers au service de l'effectif, mais même ce genre de joueurs, bah, il y a un petit ego, et puis c'est aussi normal, hein, il faut qu'ils ont une carrière à mener, et il faut qu'ils trouvent du temps de jeu, qu'ils trouvent aussi un contrat qui lui convienne potentiellement sur plusieurs saisons. Alors lui dit dans l'interview du Middle qu'il n'y a rien d'acté pour le moment, en termes de destination. Sud-Ouest mentionnait Perpignan, mais Perpignan, la troisième ligne, c'est vraiment pas là où ils ont besoin de mecs titulaires, hein. Non, mais j'avoue que je ne comprends pas cette information. Diaby, il a 24 ans, 34 ans. L'année prochaine, il va sur ses 35. Il a fait 20 matchs cette saison, dont une finale de Champions Cup. Clairement, c'est quand même un élément important du groupe. Enfin, quand tu fais 20 matchs et que Mais ouais, tu fais des matchs c'est un tonton de l'équipe, quoi. et que tu fais les matchs qui sont importants, quoi. Enfin, tu fais le quart demi-finale. Effectivement, tu te trouves un peu sur la demi en termes d'indiscipline. Après, forcément, si le staff choisit de mettre d'autres joueurs parce que il pense que tu peux gagner avec d'autres joueurs, et ben c'est normal de les faire jouer pour les préparer pour la phase finale, quoi. Donc ouais, moi incompréhensible. Je pense qu'il trouvera pas un club. Alors s'il baisse vraiment de catégorie, c'est-à-dire que peut-être en Pro D2 ou d'autres clubs de top 14, mais les troisième lignes, c'est assez épais. Donc un joueur de 35 ans, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de clubs qui vont lui donner autant de temps de jeu que nous on lui a donné, forcément. Ouais. Donc ouais, je comprends pas le truc. Franchement, Ouais, moi je suis même déçu. Enfin, je suis déçu, hein, parce que pour le coup, cadre de l'équipe, tu vois, il est au club depuis de nombreuses saisons. Voilà, je trouve déjà qu'il aurait mérité un départ, du coup, comme Nance, comme Yann, à Chaban, avec la famille, etc. Du coup, là, il part un peu par la petite porte. Je trouve ça très dommage pour lui. Après, c'est son choix. Toujours est-il que Laurent Marty, il est peut-être pas si triste que ça de se libérer un peu de masse salariale. Potentiellement, s'il y a un rachat de contrat ou quelque chose comme ça, bah, ça peut aussi renflouer un poil les caisses. Et Yannick Bru pourra faire jouer des jeunes à sa place, comme Ipsayen, comme Bissu, comme Gardra, comme Jacobs. Il y a du monde, hein, derrière, hein, qui tape à la porte. C'est peut-être ça aussi oui, c'est pour ça, hein. qui pousse Mamad, tu vois, sans se dire qu'il va pas forcément avoir le temps de jeu qu'il veut, mais peut-être qu'il se dit qu'ailleurs, il y aura peut-être un peu plus de place pour lui. Ouais, mais après tu peux être dans un rôle d'encadrant entre guillemets, parce que je pense qu'il aurait fait encore des matchs, tu vois. Dans la hiérarchie, il serait devant ces jeunes. Bon, moi après ça, je pense que Marty il bataille pas, hein, il s'en fiche, il s'en fiche. Non, parce que c'était quand même un soldat, mais je pense que c'est plus triste pour lui que pour nous, parce que finalement C'est ça. on va facilement le remplacer. Entre Jacobs, tu l'as dit, Ipsayen, enfin on va trouver du monde. Sweetton qui a fait une année, enfin l'impression une année blanche. Je suis pas inquiet pour son remplacement. Je pense qu'on sera même aussi compétitif, donc voire plus, si Sweetton vient avec son vrai niveau et si les jeunes commencent un peu à jouer. Donc Ouais. En fait, moi, je comprends son départ, je comprends son envie de partir. C'est juste la justification qui a été donnée par Sud-Ouest. En fait, explique-nous que tu veux plus de temps de jeu et que tu veux partir. Pas que, en fait, t'es vexé de pas avoir joué depuis la finale de Champions Cup. Je trouve ça dommage de le justifier comme ça, même si ça change pas, en gros, l'opinion qu'on va avoir de lui. Mais en fait, tu t'expliques aux supporters et au président, tout le monde aurait compris et en fait, t'aurais eu peut-être le départ, au moins, tu vois, dans les médias, etc., que t'aurais mérité, quoi. ouais, c'est vrai. Peut-être clarifier là, ça fait un peu, ouais, je sais pas. Ah, c'est dommage, ça fait un peu le mec qui part parce il est en colère ou vexé. C'est juste un petit peu dommage, quoi. Mais bon, c'est le jeu aussi. Et puis on espère qu'il va trouver un club rapidement qui pourra lui donner bah, à la fois le contrat et le temps de jeu qu'il veut pour finir sa carrière. Autre troisième ligne qui s'en va, lui, on le savait, mais on savait pas trop où il allait aller. Bah, il retourne à la maison. C'est Tevita Tatafu qui, en mal du pays, retourne au Tokyo Sun Goliath, donc le club où il était avant de venir à l'UBB il y a 2 saisons. Voilà, ça y est, c'est fini. C'est fini l'aventure avec Tatafu. On a quand même bien aimé sa saison était incroyable. La première saison était quand même juste monstrueuse. Il s'est un peu blessé sur la deuxième, mais c'est vrai que sa première, c'était le meilleur lui du top 14. Probablement qu'il aurait dû être soit lui ou Malia élu meilleur joueur du top 14. Bon, ça a été Dupont. Mais quel joueur. Donc bon, bah, on lui souhaite
une bonne continuation et on espère que Eddie Jones va l'utiliser un petit peu plus parce que je pense qu'ils ont besoin en sélection japonaise. Ouais, de ce genre de profil qu'ils n'ont pas en fait. Ouais, mais pour le coup, lui, on comprend tout à fait son choix. On sait depuis de nombreux mois maintenant que la famille vit mal la situation, que ils sont loin de leur pays et que du coup, revenir dans le club où tu étais juste avant, c'est complètement logique pour être proche de ta famille et que ta famille soit aussi dans un lieu qui leur convienne. Donc ce choix de carrière-là, pour le coup, il est clair et limpide. On continue dans les actualités, il y en a pas mal finalement. Alors ça, c'est tombé avant la finale. On a 3 joueurs de l'UBB qui vont se rendre en Nouvelle-Zélande avec l'équipe de France pour la tournée. On a Pierre Beauchaton, Nicolas Deporter et Marco Gazzotti, donc que des joueurs plutôt jeunes, avec Pierre Beauchaton notamment qui n'était pas forcément souvent convié avec les Bleus, mais là c'est une bonne nouvelle pour ces 3-là. Ouais, Beauchaton, il avait été en novembre, mais il s'était blessé, il s'était bloqué le dos. Mais quand il arrive à enchaîner, lui, le problème c'est que parfois il est un peu fragile, il arrive à se blesser, mais sinon quand il enchaîne, c'est vrai que c'est un super joueur. Hein. Il est très complet. Ils ont le même à Toulouse avec Brennan, c'est un peu le même style, je trouve. Même si Pierre est plus à l'aise en troisième ligne. Et puis après on a Gazzotti qui fait que progresser, donc je suis pas surpris. C'est vraiment un joueur dur au mal. Il y avait quand même une petite alerte parce que visiblement il doit passer encore des tests. Parce qu'il a été un peu commotionné. Ouais, ça on l'a pas mentionné dans le débrief du match, mais en gros il s'avère que Marco Gazzotti a pris un gros choc à l'échauffement et qu'il a quand même passé un petit protocole commotion avant le début du match, donc il semblerait qu'il était un peu diminué à cause de ça, mais bon, le protocole a été passé avec succès. Ouais, en fait c'est ça, c'est que une fois qu'on fait une commotion, il y a ces protocoles qu'ils appellent HIA là, et du coup il a fait le 1 avec un 10 sur 10. Donc quand tu fais ça, en fait, tu t'es autorisé à jouer. Donc voilà, c'est les protocoles LNR et World Rugby, donc tu passes ça, et ensuite après le match, tu as un deuxième protocole, donc c'est possible qu'après le match, dans ce protocole, il y ait eu une petite alerte, donc c'est-à-dire forcément qu'il n'a pas eu un 10 sur 10. Et du coup après il doit repasser un autre protocole qui est de 48 heures à 72 heures, qui est le HIA3, pour savoir si oui ou non il y a une commotion post-match. Et puis après tu rentres dans le protocole des commotions. Donc après c'est ce qu'a fait Louis. Alors Louis c'était un peu particulier parce que lui personne n'avait vu qu'il avait une commotion, c'est le club qui l'a vu. Et après en fait tu passes des étapes, donc tu as 6 étapes à passer tous les 24 heures. Et du coup, si tu rates une étape, eh bien, tu reviens à l'étape avant, et en fait jusqu'à que tu aies passé les 6 étapes, et tu as un contrôle. Parfois les clubs font un contrôle par un chirurgien, un neurologue indépendant, ou un médecin indépendant. Chez nous, généralement c'est la clinique du sport, puisque je crois qu'il y a Merle qui est un spécialiste, puisque lui il a participé au colloque pour rédiger tous ces protocoles en fait. Donc il passe par Merle, qui était avant un ancien médecin du club, qui a été un des premiers vraiment à parler de ces commotions, parce que moi je m'en souviens quand on était en cadet, on avait un collègue qui avait subi beaucoup de commotions, et c'était le premier à l'avoir suivi, et on avait mis avec Richard d'ailleurs quand il était notre coach des protocoles. Richard Darambide qui est chez les Espoirs maintenant. Qui des protocoles, par exemple, moi j'avais fait une commotion et donc du coup je pouvais pas reprendre le match tant que j'avais pas un mot d'un neurologue après avoir passé un IRM, etc. Enfin tu vois, il y avait déjà une prise en charge alors qu'on était en 2008, 9. Donc tu vois, c'était quand même, on n'en parlait pas des commotions, ou très très peu. Ouais. Bon, en tout cas, on espère qu'il va pouvoir quand même faire partie du voyage. Et un autre, du coup, le dernier à appeler, c'est Nico Deporter. Alors j'ai l'impression que Galtier là, il veut tester tous ses 13. Il y a Gaëton, Barassi, Deporter. Là, il veut que les 3 ils se bouffent, et il y a peut-être une place à prendre. Hein. Ouais, mais alors, en fait, je sens gros comme une maison, moi, que Galtier va nous foutre un Deporter en 12, quoi. Une connerie comme ça, tu vois. Parce que rappelle-toi que ses premières sélections, en fait, il a mis en 12. 12 avec Fico en 13, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors moi, je pense qu'il finira 12, Nico, parce qu'il a la taille et le physique. Même à l'UBB, tu veux dire dans sa carrière? Ouais, mais je pense à terme. Mais là, il a 22 ans, il est extrêmement performant en 13. Donc là, le niveau international, il doit le faire en 13 au départ. Et après, je pense que quand il aura 28 ans, c'est pas impossible. Ça va dépendre de son évolution morphologique, mais c'est pas impossible qu'il termine 12. Ou un 12-13, quoi. Ouais. Comme l'avait fait, tu vois, Lamera, par exemple. Lamera qui avait commencé 13
Et petit à petit, tu prends un peu de masse et tu décales naturellement en 12. Ouais. Ok, affaire à suivre. Et en tout cas, on manquera pas de vous parler des perfs de nos Bordelais avec l'équipe de France. Donc en Nouvelle-Zélande, ce sera donc à des heures impossibles ou le matin, du coup. Ouais, 9h, je crois que c'est 9h le matin. 9h le matin. Écoute, avec le petit-déj. Autres Bordelais qui sont avec l'équipe de France, c'est les U20. Donc on a Lenny Alifanetti qui était titulaire au poste de pilier droit, Bobby Bissu et Elijah Ipsayen qui eux en troisième ligne étaient tous les deux remplaçants et la France a étrillé l'Espagne, donc plus de 40 points marqués. Est-ce que toi t'as vu le match, t'en as pensé quoi de nos Bordelais? Et il y a Sean Mousquet aussi qui a joué, qui du coup on peut le considérer comme Bordelais maintenant. Ouais, c'était un match un peu compliqué avec pareil, c'est à Vérone en Italie, donc du coup très forte chaleur. C'était à 18h, donc il faisait très très chaud et beaucoup de ballons tombés. Donc c'était un match un peu brouillon et Mousquet 115, il était un peu en difficulté dans ça parce ils ont fait tomber énormément de ballons. Donc ça a été très compliqué pour animer. Alifanetti, lui, il a un peu subi la chaleur. Alors il a fait un match propre, c'est-à-dire en mêlée, il a été très costaud. Il fait un grattage, mais après il a peu porté le ballon globalement. Après, j'ai bien aimé l'entrée de Bobby Bissu, qui est vraiment impactant. Il est vraiment dense, même physiquement, tu vois, par rapport aux autres. Alors qu'il a un an de moins, enfin, c'est sa première année, il est vraiment très très costaud. Et après, Ipsayen, c'est rigolo parce que alors le match a été joué sous une grosse chaleur. Donc, je crois qu'il y a Brits, le troisième ligne. De Clermont qui est sorti et donc en fait Ipsayen il est rentré, alors il faisait quand on avait une mêlée offensive il se mettait 8 et en défense il se mettait centre. Il a plus joué en centre qu'en troisième ligne, c'est assez rigolo. Ouais, ça doit déménager en 12. Il a pas eu trop de ballons d'attaque parce que malheureusement, mais par contre en défense il a bien glissé, de toute façon il est super intelligent ce joueur. Donc voilà, donc il a pas trop, on l'a pas trop vu pour Ipsayen. Bobby qui est rentré un peu plus tôt, on l'a vu un peu plus. De toute façon, je pense que Ipsayen jouera le prochain match titulaire contre le Pays de Galles, donc vendredi prochain. Okay. Donc voilà, mais c'était un match agréable. J'ai bien aimé le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est le Barré là, le 8 de Grenoble, qui est un très beau joueur. Ok, en tout cas, rendez-vous vendredi pour le prochain match des U20. Dernière actu. Le tirage des poules de la Champions Cup aura lieu ce mardi, donc peut-être a déjà eu lieu, tout dépend de quand vous nous écoutez, à 14h30, ou d'ailleurs la majorité d'entre vous nous écoutera après mardi 14h30. Il faut savoir que du coup l'UBB, le Stade Toulousain, Bath et le Leinster sont tête de série, donc ils seront tous les quatre dans 4 groupes différents, donc ce qui fait qu'on va éviter d'être dans la même poule que le Stade Toulousain, ce qui devrait être plus simple pour aller chercher la réception jusqu'en demi-finale, enfin au moins jusqu'en quart de finale, là où cette saison on avait dû batailler et faire un 20/20 pour pouvoir recevoir jusqu'en demi, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Reste à savoir si on va devoir aller en Afrique du Sud ou pas. Ouais, alors déjà, affronter un club d'Afrique du Sud, il y a une très très grosse probabilité quand même, parce que vu que le Leinster est déjà tête de série, donc c'est-à-dire qu'on ne pourra pas croiser avec eux. Donc, on aura quasiment forcément un club sud-af. Voilà, maintenant après il faut prier pour que on les reçoive. Franchement, il n'y a que ça. Hein. Et si on se déplace, il faut que ce soit chez l'équipe qui je pense est la plus faible, c'est peut-être les Sharks, parce que les Stormers sont quand même très solides, les Bulls aussi. Donc voilà. Ouais, mais encore faut-il être en mesure, tu vois, avec ton classement au top 14 à ce moment-là, etc. Et le calendrier, d'envoyer une équipe qui peut ramener des points aussi, tu vois. Toulouse, ils avaient ramené que 4 points d'Urban cette saison, ce qui leur avait coûté du coup la première place au profit de l'UBB. C'est toujours un peu handicapant, même si au final, quand tu regardes dans la saison, en fait, même si Toulouse avait fini premier, finalement, la demi-finale aurait été au Matmut quand même, tu vois. Donc, au final, cette deuxième place, cette première place, ça n'a pas eu trop de conséquences, même si nous, ça nous a permis, du coup, d'éviter Toulon en quart de finale. Bon, voilà pour les actus à suivre, donc, ce tirage au sort. Bon, nous, on risque de pas s'arrêter tout de suite, hein. Peut-être qu'on va vous faire encore quelques épisodes cet été. Je pense qu'on a de quoi faire avec sûrement un bilan de la saison. Ça peut être sympa à faire. Un épisode, pourquoi pas, sur l'effectif de la saison prochaine. Là, il y a pas mal de changements et ça peut être très cool. Un sur nos attentes aussi de la saison prochaine.
qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on ne veut plus voir. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas aussi une foire aux questions des auditeurs, s'il y a suffisamment de questions, s'il y a de l'intérêt, ça peut être intéressant. Ça peut être à la fois sur le podcast, à la fois sur le bébé, sur plein de sujets différents. Donc on vous donne rendez-vous très vite. Pourquoi pas des hors-séries aussi, si on arrive à avoir des invités, ça peut être hors-série de Yannick Bru, hors-série du président Laurent Marty, de Maxime Giroud Lucu, de Thibaut Giroud, de Mathieu Jalibert, Namara, Macmana. Bon, on va faire la mascotte Léo, ça c'est très important. Donc nous on invite tout le monde, hein, il faut juste que eux veuillent bien prendre le temps pendant leurs vacances. Donc on comprendrait que ils ont autre chose à faire. Voilà pour cet épisode. On vous donne donc rendez-vous quand même la semaine prochaine. Du coup, ce sera le bilan de cette saison. Allez, salut tout le monde. Ciao.